Bonjour, bienvenue sur Révolution Permanente. Je m'appelle Camille, je suis militante du collectif Du Pain et des Roses et à Révolution Permanente. Et aujourd'hui, je suis avec Anas Kazib, qui est cheminot et candidat à la présidentielle pour 2022, et avec Sacha Yaropolskaya, qui est journaliste à XY Media et militante transféministe. L'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur la situation politique qu'on est en train de traverser, avec un tournant qui est très très marqué à droite, avec une obsession pendant la campagne de 2022 sur les questions d'immigration, du coup sur le prétendu wokisme, etc. Ce sont des thèmes que impose la campagne de Zemmour, qui est aujourd'hui en recul malgré le matraquage médiatique de toutes les chaînes de Bolloré, mais ce sont aussi les thèmes de la droite plus traditionnelle, et puis aussi du gouvernement, de Darmanin, etc., jusqu'à la gauche, avec Montebourg, avec Mélenchon, qui ont fait plusieurs sorties sur les questions d'immigration notamment. Le but aujourd'hui, c'est dans ce contexte d'échanger sur les perspectives pour les révolutionnaires, les questions de programme qu'on peut soutenir et avancer pendant cette période. Et du coup, pour commencer, première question, Sacha, tu étais à la tribune de plusieurs meetings de la campagne d'Anas à Paris, à Marseille, à Toulouse. Et du coup, c'est une tribune qui peut surprendre et qui a peut-être interrogé certaines personnes pendant les meetings. Et du coup, les gens ont pu se demander quels sont les intérêts politiques communs d'une militante transféministe et d'un militant révolutionnaire ouvrier issu des quartiers populaires. Donc, du coup, la première question, ce serait quels sont les combats communs que vous partagez au vu de aussi une division qui est historique et qui est assez profonde entre le mouvement ouvrier et le mouvement LGBT, et quel est le sens de cette candidature et de cette campagne que vous menez ensemble? Du coup, déjà, merci pour l'invitation. Merci d'avoir organisé ça. Du coup, je pense que la première chose à expliquer, ce serait l'approche historique de lutte trans les dernières décennies en Occident. La lutte trans pour assurer les droits des personnes trans. Et en fait, les dernières décennies, ce qu'on a vu comme approche, c'était plutôt une approche institutionnelle, plutôt une approche associative qui visait à essayer de négocier avec les tenants de pouvoir, quel que soit le parti, pour aménager, pour attendre des petites avancées et petit à petit viser une égalité, mais toujours dans le cadre du coup du système capitaliste et toujours dans le cadre de légitimisation du pouvoir, quel qu'il soit, parce qu'il faut bien négocier, il faut bien trouver des aménagements qui vont améliorer la vie des personnes trans. Et donc, cette logique de collaboration avec les institutions, collaboration avec les tenants de pouvoir, collaboration aussi avec les grosses structures capitalistes, les corporations, etc., pour obtenir des avancées pour les personnes trans. Elle a eu quelques réussites, donc très concrètement grâce aux mouvements sociaux, grâce à certaines luttes, grâce aussi à ces discussions, coopération par voie institutionnelle, associative, il y a eu quelques avancées, mais pour moi, ce n'est pas suffisant et en fait, ça ne va jamais aller assez loin parce que pour moi, le fossé historique des inégalités qui s'est accumulé entre les personnes trans et les personnes cis à cause de l'exclusion des personnes trans, il ne peut pas être rattrapé dans le cadre capitaliste. Parce que du coup, pour moi, le problème principal qui ordonne l'oppression des personnes trans aujourd'hui, c'est le cadre capitaliste où une personne a besoin de pouvoir apporter des revenus à un patron pour survivre en fait. Et sa survie, elle est indissociable de sa capacité de travailler, de sa capacité d'apporter des profits. Ce qui veut dire que pour les personnes trans qui sont historiquement exclues du marché du travail, en fait, la survie, elle est rendue très compliquée. Elles doivent faire recours au cadre du travail illégal, comme le travail du sexe, par exemple, et se retrouvent vraiment à la marge de la société et elles n'ont pas d'accès ni à l'éducation, ni au système de soins pour beaucoup, surtout pour des personnes qui ont immigré. Et donc voilà, donc il y a un vrai fossé qui s'est formé au cours des décennies. Et pour moi, pour rattraper tout ça, pour rattraper ces inégalités historiques,
il n'est pas suffisant d'adopter cette voie associative. Pour moi, il faut adopter une voie révolutionnaire qui vise l'abolition du capitalisme. C'est suite à l'abolition du capitalisme qu'on pourra attendre une vraie égalité entre les personnes trans et cis, entre les personnes LGBT et les personnes qui sont genre hétérosexuelles, entre les hommes et les femmes. Et il ne faut pas genre, juste viser des petits aménagements, il faut être ambitieux et il faut viser une réforme de la société dans laquelle on vit. Et pour moi, cette réforme, elle ne peut pas se faire sans alliance avec la classe ouvrière, parce que c'est cette classe-là qui a des moyens de mener des luttes massives à l'échelle large. Et donc vraiment organiser une révolution qui pourra faire arrêter le pays, une grève générale qui pourra faire arrêter le pays. Pour moi, il est temps que, malgré les divisions historiques, le fait que, par exemple, les mouvements anticapitalistes, historiquement en France, n'ont pas toujours été au point des questions féministes ou des questions LGBT, malgré cette division historique, il faut essayer de la défaire et il faut construire des alliances pour ensuite juste avoir une stratégie sur le long terme, une vision sur le long terme, comment on refait cette société profondément. Pour moi, c'est vraiment une question principale et pour moi, genre, cette lutte elle doit être menée avec la classe qui est capable de renverser le capitalisme, donc la classe ouvrière. Donc pour moi, c'était ça le sens de ma participation à la campagne, de parler devant des centaines de personnes qui pour certains, n'ont jamais entendu parler des questions trans et essayer de, autant que possible, montrer des alliances qui ont déjà existé, qui existent aujourd'hui et qui restent encore à construire. Donc voilà. Nous, on est heureux en fait d'avoir proposé, déjà d'avoir eu le soutien de Sacha dès l'annonce de cette candidature. Et puis, nous, on a décidé très rapidement de pouvoir mettre ces alliances-là au cœur aussi de la campagne. C'est-à-dire que nous, on dit souvent, c'est pas la candidature d'Anas Kazib, c'est la candidature de tout un camp social. Que lorsque nous, on parle d'exploiter et d'opprimer, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on essaye de dépasser le simple fait de l'exploitation et le simple fait de parler de ce qu'on pourrait dire comme sujet ouvriériste ou économique, purement sociaux, etc. et de laisser de côté la question des oppressions. Non, on considère que le sujet révolutionnaire qu'est la classe ouvrière, ces processus révolutionnaires, ils pourront se faire qu'en alliance avec les secteurs aussi opprimés de notre classe, au sens large, que ce soit les personnes victimes de racisme ou celles victimes d'oppression transphobes, sexistes et autres, et qu'il y a la nécessité aujourd'hui dans cette campagne présidentielle, qu'il faut le dire avant tout, est aussi une tribune politique assez importante. Donc nous, ce n'est pas la même chose de parler à un cercle de 20 ou 30 personnes dans une réunion, dans une faculté, que d'avoir, ne serait-ce que sur les 3 meetings qu'on a partagés avec Sacha, où on a presque parlé devant au moins 1000 personnes en tout, cumulées. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et nous, on ne cache pas le fait que, de manière générale, dans la société, il y a de la transphobie, il y a de l'homophobie, il y a du machisme et autres, il y a du racisme, et que, notamment, la classe ouvrière, notre camp, n'est pas comment dire, imperméable à aussi partager une forme d'idéaux réactionnaires, transphobes et autres. Et nous, notre rôle aussi en tant que militants révolutionnaires, c'est pas de laisser les choses se faire uniquement de manière spontanée, en fait, en considérant que ces questions-là, que ça soit autour des droits pour les personnes LGBTI, que ça soit les questions de racisme d'État, que ça soit les violences policières et autres, qu'on les laisse en fait de côté en disant c'est pas le souci. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lutte contre le système capitaliste, c'est comment on généralise la grève, comment on fait grève, etc. Nous, au contraire, on considère que ce sont des choses qui sont combinées, et que ce qui est important aussi pour nous en tant que militants, c'est justement de faire avancer la subjectivité
des personnes de notre camp, de notre classe qui viennent et qui participent au meeting. Et lorsqu'ils voient que Sacha aborde des sujets qui vont bien au-delà des oppressions qu'elle-même peut vivre en tant que militante transféministe, et qui va parler par exemple des femmes qui portent le voile, qui va parler de pauvreté, qui va parler de licenciement, de précarisation de la classe ouvrière, ça fait écho à un certain nombre d'ouvriers. Sans trahir le secret, dans le dernier meeting à Marseille, Sacha avait évoqué à plusieurs reprises en fait la question de l'islamophobie et du port et des femmes qui portent le voile et l'oppression dont elles sont victimes. Et quelqu'un qui, de prime abord, pourrait avoir une logique transphobe, qui pourrait se dire ah, moi les questions LGBT, etc., j'ai pas envie de m'intéresser, ça m'intéresse pas, etc., je veux pas écouter ça, je suis pas venu pour ça. Par exemple, je suis venu pour ce que dit Anas Kazib, parce que lui, il va parler de questions aussi ouvrières et autres. Et ben au final, quand Sacha prend la parole et arrive aussi à fusionner avec les préoccupations non pas uniquement des personnes qui vivent les oppressions LGBTI, mais des personnes qui vivent d'autres oppressions, et ben, il y a une femme typiquement à la fin qui est venue me voir, qui est de confession musulmane, et qui m'a dit c'est dingue, Sacha, elle a fait plus pour les femmes qui portent le voile que des gens dans la religion qui ont des positions, des imams ou autres. Et ça montre comment, de prime abord, quelqu'un qui peut venir avec beaucoup de retard, comme moi j'ai pu l'être aussi avant. Enfin, moi, on n'est pas né chimiquement, on n'est pas chimiquement pur en fait, et on est né avec le chant de l'international dans notre tête et le livre du Capital dans le cerveau. Non, on avance. Moi aussi, je suis un pur produit en fait de cette classe ouvrière par les meilleurs aspects qu'il peut y avoir, mais aussi par tous les aspects retardataires, réactionnaires, etc. Que je pouvais avoir. Même aujourd'hui, je me considère pas comme quelqu'un qui maîtrise la défense politique, etc., des droits LGBTI, mais j'essaye et notamment avec Sacha et dans les meetings, à chaque fois, j'apprends de plus en plus. Et c'est comment on essaye, à travers cette campagne présidentielle, faire avancer et bousculer les choses dans une présidentielle, comme tu le disais tout à l'heure, qui est marquée par les idées les plus nauséabondes, les plus réactionnaires, anti-immigration, islamophobes, etc., où on va parler de culture woke, où on va parfois même avoir des discours qui sont des discours machistes, sexistes, etc., où on va parler de la question des personnes qui transitionnent, etc., comme de quelque chose de néfaste et autres dans la bouche de Zemmour au meeting qu'il a fait à Villepinte. Donc face à tout ça, on a le devoir, en tant que militant marxiste, en tant que militant révolutionnaire, d'apporter notre pierre à l'édifice, sinon on laisse la classe ouvrière regarder ce spectacle, et malheureusement aussi être enclin à parfois suivre ce discours réactionnaire-là, parce que face à la misère sociale, face à la précarité, face aux crises qui s'enchaînent, et ben parfois, si le seul discours que vous entendez, et parfois même de la bouche de certains politiciens dits de la gauche institutionnelle, je pense notamment à quelqu'un comme Montebourg, qui va faire une sortie autour des OQTH et autour des transferts d'argent, et ben à un moment donné, oui, même notre classe, elle peut se retrouver à recycler ces discours réactionnaires, et heureusement, on essaye modestement aussi à notre échelle d'essayer d'avancer là-dessus. Moi, ce que j'aurais ajouté juste, c'est que un axe que j'essaie d'accentuer dans les discours que j'ai pu faire dans les meetings, c'est en fait, ce n'est pas, en fait, la culture et l'oppression, elle vient jamais du bas, elle vient du haut. Et en fait, il faut juste comprendre et analyser qui produit la culture dans notre société et qui produit des discours politiques à la plus grande échelle de notre société. Ce sont les personnes qui détiennent les médias, ce sont les personnes qui ont le pouvoir. Et en fait, c'est en majorité, en fait, c'est la classe bourgeoise. Et en fait, si on analyse le mouvement TERF, qui est le mouvement éminent politique, anti-trans, transphobe international, toutes les plus grandes figures de ce mouvement
mouvement, ce sont des personnes issues de la classe bourgeoise, c'est notamment même une milliardaire comme J.K. Rowling, et vu qu'elles ont un pouvoir économique et social, elles peuvent diffuser leur discours à large échelle, ils peuvent financer leurs ONG qui ont une visée homophobe et transphobe. Et même historiquement, si on regarde qui a instauré des différentes lois criminalisant l'homosexualité, criminalisant le travestissement, etc., à chaque fois, c'était des régimes répressifs. On peut parler des personnes homosexuelles et trans qui ont été incarcérées dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale par le régime fasciste en Allemagne. On peut parler de Pétain qui a criminalisé l'homosexualité en 1940 en France. On peut parler de la France, du régime impérialiste de la France qui a criminalisé l'homosexualité dans ses colonies aux Antilles, en Tunisie, au Maroc. Et à chaque fois, c'était la classe bourgeoise en fait. Et du coup, aujourd'hui, à travers les meetings, à travers une campagne politique révolutionnaire qu'on est en train de mener, la question c'est essayer de aussi nous diffuser des discours à large échelle qui contredisent ça, qui sont tout sauf réactionnaires, qui sont progressistes, qui sont pour une autre société sans exploitation, sans oppression. Donc voilà, et évidemment, des personnes trans qui sont en majorité pauvres, genre il y a des personnes trans de toute classe sociale qui transitionnent, etc. Mais en majorité, à cause de l'oppression qu'ils vivent, à cause de l'exclusion du marché du travail, elles sont pauvres, elles sont précarisées, elles sont vraiment à la marge de la société. Et évidemment, et visées du coup par les discours bourgeois et transphobes, évidemment que les personnes trans ont leur allié objectif dans la classe ouvrière. Et on doit unir nos forces contre l'ennemi commun, la bourgeoisie, qui diffuse ce discours nauséabond à travers ce système médiatique extrêmement réactionnaire. Donc voilà. Anas, tu disais aussi que du coup on n'est pas chimiquement pur, etc. Et vous avez démontré tous les deux que du coup, que du coup aussi ce qu'on peut retrouver d'homophobes, de transphobes, de LGBTI-phobes, du coup, y compris dans la classe ouvrière, c'était pas quelque chose d'inné avec lequel les gens naissaient, mais quelque chose qui était fabriqué par l'idéologie dominante et qui aussi, je pense, à la source cette fabrication-là et cette reprise d'idées-là par des courants, des organisations, des acteurs politiques de la classe ouvrière, qui est à l'origine de la division aussi historique entre le mouvement LGBTI et le mouvement ouvrier dans les années 70. En France, par exemple, on a pu voir ça avec le PCF, qui avait du coup un certain poids politique à l'époque, qui avait notamment un grand poids politique à l'intérieur de la CGT, etc., qui a produit un discours, un refus d'alliance avec la naissance du mouvement LGBT en France. Et pourtant, pendant ce temps-là, on voyait une avant-garde du mouvement LGBT, notamment le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui revendiquait l'alliance avec la classe ouvrière et l'intérêt commun, exactement ce que t'expliquais Sacha, pour la révolution, pour une transformation profonde de la société. Et du coup, je pense que c'est très intéressant la manière dont vous avez démontré que du coup, cette transphobie, cette homophobie qu'on peut retrouver dans toutes les classes de la société, y compris à l'intérieur de la classe ouvrière, elle est fabriquée par l'idéologie dominante et elle peut venir du coup contaminer, y compris des organisations d'extrême gauche, des organisations anticapitalistes, des organisations du coup de la classe ouvrière quoi. Du coup qui se retrouvent avec un intérêt à diviser à l'intérieur de la classe du coup et qui se retrouvent avec un intérêt à prévenir et à empêcher des alliances qui pourraient voir le jour entre par exemple le mouvement LGBTI et le mouvement ouvrier. Et du coup, on a parlé là dans la question précédente, on abordait plus l'alliance que peuvent être ces deux mouvements. Mais du coup, il y a aussi des personnes trans, des personnes LGBTI qui font partie intégrante du monde du travail, qui font partie de la classe ouvrière. Et c'est même l'écrasante majorité des personnes LGBTI qui appartiennent à la classe ouvrière. Et du coup, comment est-ce que vous pensez un peu cette articulation-là? Par rapport au fait que l'écrasante majorité des personnes LGBTI appartiennent à la classe ouvrière, genre, c'est vrai. Il y a juste du coup les problèmes d'être out, donc c'est-à-dire revendiquer son identité et montrer son identité au lieu de travail. C'est que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire et du coup elles sont vues par leurs collègues. Genre, leurs collègues présument leur sexualité et leur genre. Et donc souvent il y a des personnes qui travaillent mais qui ne sont pas identifiables en tant que LGBT, mais qui sont LGBT et qui
vivent leur sexualité ou leur identité de genre dans les cercles exclusivement LGBT en dehors de leur lieu de travail parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire face à une incompréhension à la fois de leur patron, à la fois de la part de leur direction, mais aussi de la part de leurs collègues. Et du coup, du coup, elles sont moins visibles, mais c'est vrai que beaucoup de personnes LGBT et trans font partie de la classe ouvrière. Du coup, j'ai beaucoup de connaissances des personnes trans qui, par exemple, ont investi la SNCF ou la RATP et qui ont pu travailler à l'intérieur de ces structures, mais qui, parce que c'était des personnes trans, ont fait face au harcèlement moral de la part de leurs supérieurs hiérarchiques qui n'assuraient pas leur, en fait, comment dire, le bon déroulement de leur travail, qui les mettait en danger face à leurs collègues parce qu'ils divulguaient leur identité à leurs collègues, etc., etc. Et donc, beaucoup de ces personnes qui intègrent le monde du travail à l'âge jeune sont ensuite forcées à soit prendre, comment on appelle ça en français, soit arrêter leur travail temporairement, comment on appelle ça? Genre, oui, prendre un arrêt maladie, essayer de résoudre le problème avec le harcèlement moral de la part de leur direction et parfois de la part de leurs collègues, et ou parfois font en fait une dépression en fait à cause de leurs conditions de travail et sont parfois forcés à quitter leur travail avec une rémunération stable pour plutôt opter pour des formes de travail plus précaires que celles-là. Et du coup, ça, je pense, c'est une dynamique qui est très peu abordée par les syndicats en France, alors que il y a vraiment beaucoup de personnes trans jeunes qui essayent d'intégrer le monde du travail et sont ensuite poussées à la fois par leur patron et parfois par leurs collègues transphobes à le quitter et quitter une rémunération stable, comme on peut voir à la RATP et la SNCF. Évidemment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes aussi au sein de ces structures, mais quand même, il y a beaucoup de formes de travail qui sont encore plus précaires et beaucoup plus instables que celles-là. Donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des syndicats pour que les personnes trans en fait se sentent bien dans l'espace de leur travail et aussi beaucoup de choses à faire au sein de la classe ouvrière, l'auto-organisation qui permet de protéger en fait les collègues trans, les collègues LGBT, queer. Donc notamment je pense à une personne que j'ai rencontrée, une gréviste que j'ai rencontrée au meeting à Paris qui travaille dans une société de transport et elle m'a raconté qu'avec ses collègues grévistes, ils avaient un collègue qui était un jeune homme trans et en fait, ces grévistes le protégeaient à la fois face à la transphobie de la direction, mais aussi face à l'incompréhension ou au malaise de la part des collègues, de la part, par exemple, d'autres grévistes, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est ça l'exemple de la solidarité qu'on peut avoir avec des personnes trans au lieu de travail pour qu'en fait, elles ne soient pas forcées à quitter leur travail et aller vers des formes de précarisation encore plus importantes. L'exemple que tu donnais, du coup, sur les grévistes des transports, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai pu voir de cette solidarité-là pendant la grève en fait de la RATP. Quand moi, j'étais sur les piquets de grève de la RATP pour les soutenir pendant la grève contre la réforme des retraites, et j'ai vu les transformations que ça peut produire, les mouvements de grève comme ça, en termes d'évolution, du coup, de conscience des gens, de mouvements de solidarité, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a moi beaucoup touchée et qui, je pense aussi, a dû toucher les grévistes aussi qui étaient sur les piquets. Mais parce que je pense qu'il y a non seulement ce que vous disiez aussi précédemment sur les combats à mener ensemble pour le mouvement LGBTI et le mouvement ouvrier, mais il y a aussi les combats à mener à l'intérieur même aussi de la classe ouvrière. Et du coup, les combats à mener, je pense, du coup, contre les bureaucraties syndicales, par exemple, que j'expliquais précédemment, par exemple, du coup, les mêmes bureaucraties syndicales qui, dans les années 70, refusaient l'alliance avec le mouvement LGBT, du coup, les combats à mener à l'intérieur de notre classe contre, du coup, ces préjugés-là, du coup, cette idéologie homophobe, transphobe qui vient de la classe dominante. Par rapport à ce que dit Sacha, c'est vrai que, enfin, déjà, il faut voir que dans les entreprises, aujourd'hui, ne serait-ce que sur les questions féministes, il y a
énormément de retard. C'est-à-dire que dans le monde du travail, et notamment vis-à-vis des directions, sur tout le discours qui est beaucoup plus avancé autour, par exemple, de l'égalité salariale homme-femme, etc., sur les sujets féministes qui sont beaucoup plus en amont, en fait, dans l'histoire récente par rapport à l'émergence de la lutte pour les droits LGBTI. Aujourd'hui encore, il y a déjà énormément de retard sur ces questions-là. Et à plusieurs reprises, par exemple, des recruteurs, des RH, je leur dis, mais vous vous rendez compte quand même que dans l'entreprise, déjà, vous avez des comportements sexistes, en fait, vis-à-vis de femmes qui veulent travailler. Et je me rappellerai toujours une fois, je lui ai dit, mais s'il y a des personnes, en fait, LGBT qui voulaient venir demain à la SNCF, mais qu'est-ce que ce serait? Si déjà vous vous affichez de façade un discours comme quoi, parce qu'il faut savoir, il y a des trucs du style la journée féministe, ils font le rallye des gazelles, la SNCF est tous les ans au rallye des gazelles, où c'est généralement tout le temps deux DRH, des grandes directrices qui se font un petit kiff en 4x4 dans le désert marocain, etc. Et je me rappelle, j'avais dit à un directeur une fois, qu'est-ce que ce serait en fait s'il y avait des personnes LGBTI qui venaient et qui cherchaient à postuler à la SNCF dans ces métiers-là? Et il m'a répondu, heureusement, ils ne le font pas. Vous imaginez le niveau en fait, et ça c'est dans des entreprises qui parfois on dit, elles sont à la pointe notamment du pinkwashing, etc., de la manière de comment ils essayent de faire semblant que c'est ouvert, mais en fait ils participent à être des courroies de distribution, pour dire de cette manière-là, en fait de la transphobie. Et c'est vrai que sur la critique des organisations syndicales, pour être également moi-même syndicaliste, ça va de pair. Ça va aussi de la même manière, dans le sens où les commissions féministes, il faut savoir que c'est des commissions. C'est-à-dire qu'il y a une commission féministe une fois ou deux dans l'année. Il y a peu de syndicats qui ont des commissions autour de la question LGBT, etc. Les revendications, elles apparaissent systématiquement en fait déconnectées. C'est-à-dire on va accepter de signer une tribune le jour de la Pride, on va accepter de signer une tribune pour le 25 novembre, pour le 8 mars, etc. Faire comme si la question, elle était juste de faire une petite référence ou de féminiser un texte ou autre. C'est parfois des choses dans lesquelles on se dit mais c'est incroyable, parce que le vrai débat de fond, c'est-à-dire de lutter contre l'oppression que vivent les personnes LGBT, cette question-là, elle n'émerge pas dans les discussions profondes des syndicats. Et moi je dis que les personnes LGBT sont parmi les plus opprimées de la société, et peut-être dans cette même catégorie LGBT, les personnes migrantes qui combinent l'oppression raciale du fait d'être immigrées, encore pire quand elles sont en situation irrégulière ou autre, plus le fait que ce soit des personnes LGBT. Donc, comment on fait si aujourd'hui on compte sur un patronat qui n'a que des dollars dans la tête, comme je dis, de cette manière-là, qui cherche qu'à exploiter, qu'à opprimer et utiliser parfois même, parce qu'ils sont forts aussi à utiliser les codes des luttes, etc., de ce qui est en train de se passer pour vite les recycler, voir vite comment ils arrivent à en profiter à tout niveau. Et le problème, c'est que nos organisations, qu'elles soient syndicales, mais je veux aussi mettre un tacle aux organisations politiques, ne prennent pas en considération ce sujet-là profondément. Je dis pas d'avoir une commission, parce que, ok, c'est bon, les partis politiques ont la commission Palestine, alors il y a 10 personnes qui vont se réunir, ils vont parler de la Palestine, la commission antiraciste, la commission violence policière et la commission LGBT. Et nous, on a une logique avec Révolution Permanente, au-delà même de cette campagne, c'est que nous, on a envie de construire une véritable organisation révolutionnaire, en fait, qui prend à bras le corps l'ensemble des oppressions qui existent dans cette société-là. Et pas de dire on va faire une commission. On va essayer de lier, en fait, l'ensemble de ces secteurs-là pour lutter. Et typiquement, moi, je pense à plusieurs, et notamment peut-être à une démonstration récente sur les questions d'homophobie. C'était durant la réforme des retraites, où à un moment donné, ils avaient utilisé justement l'aspect d'homophobie pour réprimer très durement plusieurs militants syndicaux. Et alors qu'en réalité,
la RATP est elle-même homophobe. Et on voit comment ils utilisent nos luttes pour essayer derrière de réprimer les militantes et les militants du mouvement ouvrier. Et ben à cette époque-là, avec les camarades de Révolution Permanente, on a pensé à faire une alliance, notamment avec des secteurs LGBT, à venir à amener des personnes qui étaient gays, homosexuels, etc., lesbiennes et autres qui sont venus prendre la parole sur le piquet de grève en disant nous, on ne va pas vous laisser instrumentaliser l'oppression dont on est victime par la société patriarcale, par le système capitaliste pour virer en fait des militantes et des militants qui sont en train de lutter en fait pour l'avenir, notre avenir à nous aussi et l'avenir des générations futures. Et typiquement, c'est comment demain une organisation politique elle est en capacité, non pas de réserver la question des droits LGBT dans une commission qui va se rassembler et qui va faire ses propres trucs, mais de comment nous, dans les prides, dans les manifestations féministes, etc., comment en fait on appelle largement l'ensemble de notre camp social à militer. Que franchement, ça n'aurait pas de la gueule que dans une pride, les gens appellent à la grève et qu'il y ait, je sais pas moi, 10 000 ouvriers de la métallurgie, 15 000, 20 000 cheminots, ça n'aurait pas de la gueule en fait de se dire que la classe ouvrière, elle est là et nous on considère que oui, au contraire, face à un camp qui est organisé et qui instrumentalise les oppressions dont on est victime pour essayer de les retourner après contre nous, face à tout ça, on a la nécessité en fait de s'organiser. Et tout ce que je dis là vis-à-vis des personnes LGBT et de ces oppressions-là, les oppressions transphobes et autres, c'est la même chose vis-à-vis d'une autre thématique qui est importante dans notre campagne et dans notre politique, c'est la question du racisme d'État. Où sont, quand le comité Adama fait 80 000 personnes devant le tribunal de grande instance, c'est que de la jeunesse des quartiers populaires en grande majorité. Moi, je ne vois pas, je sais pas moi, 1000, 2000 drapeaux de différents syndicats ou autres. Ça ne les intéresse pas, ils ne viennent pas. Ils considèrent que si ce n'est pas une réforme du chômage, une réforme des retraites, des 35 heures, ou peu importe, si ce n'est pas une question ouvriériste, si ce n'est pas une question économique, ça ne les intéresse pas. Et pourtant, il y a énormément de choses, il y a énormément d'alliances, il y a énormément de forces à réunir l'ensemble de ces fronts de lutte pour frapper ensemble. Moi, souvent, et je laisse après Sacha intervenir, mais moi, souvent, je donne un exemple sur un aspect qui est autour de ce qu'on peut qualifier de violence économique faite aux femmes. Et je donne un exemple parfois où quand j'ai l'occasion, je parle de l'endométriose. Parce que moi, je ne suis pas victime d'endométriose, mais par rapport à une collègue qui était dans une situation de précarité, qui avait 3 enfants et qui expliquait en fait notamment qu'elle souffrait d'endométriose et que les jours de carence, parce qu'il faut savoir en France, quand on est en arrêt maladie, en fonction des entreprises, ça peut aller de 1 jour à parfois 4 jours de carence. C'est-à-dire que, imaginons une femme qui fait un arrêt maladie de 5 jours pour ses règles menstruelles, sur 5 jours, elle perd 4 jours de boulot. Donc, comment fait une femme précaire qui touche, je sais pas moi, 1200, 1300 euros, qui a 3 enfants et qui, chaque mois, elle est obligée de se mettre en arrêt maladie parce qu'elle ne peut pas travailler, parce qu'elle prend des médicaments codéinés, etc., qu'elle ne peut pas aller bosser. On ne peut pas conduire un train en ayant pris un médicament, par exemple. Donc, comment elle fait? La seule chose qui s'impose à elle, c'est de perdre de l'argent. Et quand tu as 3 enfants, tu as 2 enfants, 3 enfants à nourrir et que chaque mois, tu dois laisser perdre 300 euros comme ça, j'expliquais notamment que comment se fait-il que des organisations syndicales, lorsqu'elles luttent contre des régressions sociales comme peut être la mise en place de journées de carence, soi-disant pour lutter contre l'absentéisme, contre l'arrêt maladie facile, pourquoi en fait les organisations syndicales, ils ne combinent pas aussi ces luttes-là aux questions féministes pour essayer aussi de faire émerger un certain nombre de sujets qui n'existent pas. Moi, par exemple, si ma camarade au travail ne me parle pas d'endométriose, mais la vie de moi, j'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'autour de moi, il y avait des collègues qui avaient ce genre de souffrance en fait, et toi, tu ne le sais pas. C'est-à-dire que parfois même, ça nous a même permis aussi d'avancer sur plein de choses avec des collègues, parce que parfois, tu avais des camarades qui avaient des photos sexistes, etc., porno et autres, dans les casiers qui étaient encore affichés, il y avait des choses. Donc, c'est comment nous-mêmes, en tant qu'ouvriers, on essaye en fait d'avancer au fur et à mesure contre les idées retardataires
au sein même de nos organisations syndicales, au sein de nos organisations politiques et autres, pour faire en sorte qu'on prenne à bras le corps le plus largement possible ces oppressions et pas qu'on dise attendez, on verra le jour de la révolution et après la révolution, on va s'occuper des droits LGBT. Non, nous, on dit que dès à présent, en fait, toutes les avancées qu'on pourra faire dans le sens d'améliorer les conditions de vie des personnes LGBT, de lutter contre les oppressions, contre toutes les violences systémiques, si je peux dire de cette manière-là, il faut le faire dès à présent et ça ne doit pas juste reposer sur une petite commission ou un petit groupe qui se réunit, mais ça doit être pris à bras le corps par les organisations du mouvement ouvrier. Ouais, parce que ce que tu dis, c'est un combat aussi pour l'unité de la classe ouvrière, en fait. Du coup, c'est au-delà, du coup, même d'une petite commission, d'un petit truc. C'est un combat qui est pour l'unité, enfin, pour l'unité de la classe ouvrière dans ces combats-là, au moment où tu as des patrons, mais notamment à la SNCF, qui fait le coup régulièrement, qui peint ses trains arc-en-ciel, du coup, aux couleurs des droits LGBT, etc., qui essaye, du coup, de se repeindre en rose pour pouvoir apparaître comme le fer de lance de ces luttes-là, faire des profits derrière, etc., et que du coup, de ne pas se laisser avoir par ce type de choses et d'avoir un discours contre la récupération de ces luttes-là par le patronat, mais aussi pour l'unité de la classe contre ces oppressions systémiques-là, que ça soit les oppressions qui touchent les personnes LGBTI, qui touchent les femmes, qui touchent les personnes racisées, etc., pour pouvoir frapper ensemble quoi, de manière efficace. Ça peut faire sourire, mais donner deux exemples aussi très concrets dans lesquels on a lutté. Il faut savoir qu'à un moment, ne serait-ce que les toilettes. Ne serait-ce faut savoir qu'il y a des secteurs, en fait, pour des conductrices de train, ils leur ont donné des urinoirs portatifs. Ils leur ont dit donc vous mettez un urinoir portatif et vous pissez le long du train pour pas mettre en place des toilettes mixtes, etc. Pareil, il y avait les agents du commercial, ils leur avaient fait une fiche comment s'embellir, etc., comment faire un beau chignon, avec être bien maquillé systématiquement, etc. Comment ils essayent aussi d'utiliser ces codes-là, mais au final, c'est systématiquement des oppressions en réalité qu'ils rajoutent. Et nous, c'est des petites batailles qu'on a menées, notamment avec mon syndicat Sudrail dans les dernières années, où au final, eh ben, on dit comment en fait vous dites féministe et vous n'êtes même pas capable, pour des questions financières, pécuniaires, etc., ne serait-ce que la dignité quoi, d'avoir des toilettes, ne serait-ce que les gens, ils travaillent, ils conduisent des trains, qu'ils puissent avoir aussi où aller aux toilettes. Et des fois avec des réponses en disant « on n'a pas mis des toilettes pour les hommes parce qu'ils font pipi le long du train, donc pourquoi on mettrait des toilettes ?» Vous imaginez, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire… C'est le niveau dans lequel parfois on est. Et c'est assez affligeant. Et je pense que quand on parle du système capitaliste qui est une courroie de distribution et qui maintient toute cette oppression patriarcale, raciale et autres, il y a des exemples extrêmement concrets contre lesquels en fait on pourrait lutter au quotidien, essayer de batailler de plus en plus au sein même des organisations. Et parfois, moi, je suis assez atterré quand ces organisations politiques syndicales ne s'intéressent pas en fait au sujet du quotidien, de la vie des personnes et qui s'intéressent vraiment uniquement aux gros sujets sociétaux. Moi, j'aurais ajouté que, en fait, les personnes LGBT, pour beaucoup, ont participé au mouvement contre la réforme des retraites. Ont participé aux manifestations du 5 décembre et des échéances qui ont suivi toutes les manifestations. Il y avait un bloc, ce qu'on appelle un pink bloc, et donc c'était vraiment dans la tradition de ce que tu disais de phare, de réunir le mouvement LGBT et le mouvement ouvrier. Donc il y avait à chaque fois quelques centaines de personnes qui venaient, qui chantaient des slogans qui étaient à la fois spécifiques aux personnes LGBT, mais qui parlaient en général aussi de l'exploitation, du fait que de la précarité à laquelle font face les personnes LGBT. Et je pense que c'est vraiment une tradition qui existe, qui est historique, des personnes LGBT qui luttent pas seulement pour leurs intérêts liés à leur identité, mais aussi pour les questions économiques qui les touchent largement parce que elles font face à une grande précarité, donc c'est complètement logique. Mais du coup, je pense
Je pense même au-delà de ça, au-delà de leur participation dans ces manifestations pour la réforme des retraites, le mouvement LGBT doit avoir une vision plus large parce que du coup, ces grèves et ces manifestations contre la réforme des retraites, c'était attaché encore une fois à une question de défense de ce qu'on a actuellement, à la question de défense des régimes qui existent actuellement pour empêcher encore une fois la casse néolibérale. Mais il n'y avait il y avait pas vraiment d'ambition révolutionnaire pour demander une retraite qui vient plus tôt, qui vient à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles. Il n'y avait pas d'imposition de revendications plus ambitieuses, révolutionnaires. Et je pense pour des personnes LGBT et trans, ces questions-là, en fait, c'est les questions de travail, les questions de retraite, c'est essentiel parce que si on parle des personnes séropositives, si on parle des gays, si on parle des lesbiennes, si on parle des personnes trans, en fait, toutes ces catégories, elles connaissent en fait des années où elles ne travaillent pas, elles n'ont pas de travail déclaré, où elles font beaucoup de travail précaire, où il n'y a pas de cotisation, elles ne cotisent pas pour leur retraite. Et en fait, à la fin de leur vie, souvent, des personnes séropositives, par exemple, qui ont vécu leur vie avec le VIH ou le sida, elles arrivent à la fin de leur vie avec des grosses, genre des décennies même, où elles n'avaient pas de travail déclaré, elles n'étaient pas en état de travailler parce qu'elles faisaient face aux maladies chroniques assez importantes. Et en fait, ce qui les attend dans leur vieillesse, c'est le minimum vieillesse. Et en fait, elles se retrouvent vraiment précarisées, aussi isolées socialement, parce que c'est ça la vieillesse des personnes LGBT, c'est l'isolement social et la précarité. Donc, on doit vraiment prendre ces questions de façon assez importante et ne pas juste être attaché à un agenda parlementaire, ne pas juste être en train de défendre les petits droits qu'on a, les miettes qu'on nous a donnés au fil des décennies, mais aussi avoir une vision plus ambitieuse. Qu'est-ce qu'on veut en fait pour l'ensemble des populations? Quelle retraite on veut? Quel type de vieillesse on veut? Est-ce qu'on veut des personnes qui meurent avant même de toucher leur retraite parce qu'en fait elles sont tellement exploitées, elles ont tellement été surmenées toute leur vie qu'elles n'arrivent même pas à arriver à bénéficier du repos de quelques années de la fin de leur vie? Est-ce qu'on veut avoir du coup ces personnes séropositives qui ont bataillé toute leur vie avec une maladie chronique arriver à la fin de leur vie et vivre dans une extrême précarité avec un minimum vieillesse? Est-ce qu'on veut avoir des personnes trans avec souvent aussi des conditions chroniques, avec souvent aussi le VIH, avec par exemple pour les personnes originaires d'Amérique latine qui sont en France, des conséquences, genre des conditions chroniques comme conséquence des injections de silicone liquide, etc., etc. On les voit arriver dans leur vieillesse, elles ne peuvent plus exercer le travail du sexe, par exemple, qui les a déjà exposées à un nombre de dangers importants, à un nombre de menaces importantes. Elles ne peuvent plus exercer ça, mais elles n'ont pas de retraite du tout parce qu'elles n'ont pas pu cotiser. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Comment on sauve ces personnes-là? Et en fait, dans les conditions actuelles, dans le système économique actuel, ça se repose toujours sur le travail associatif, ça se repose toujours sur des cagnottes individuelles qu'on lance pour des individus. Or, on sait très bien que les associations ne pourront pas venir en aide à tout le monde. Les associations ont leurs limites. Juste mathématiquement, c'est pas possible. Et aussi à travers des cagnottes, bon, on peut aider quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine de personnes par an, mais ça ne résout pas le problème de fond. Ça ne résout pas le problème de fond et on ne peut pas se sauver comme ça à travers cette approche individuelle ou cette approche associative. On ne peut pas sauver tout le monde. Donc, il faut vraiment que on arrive à une situation où la survie des personnes elle est inconditionnelle. Du coup, pour changer un peu de sujet et pour revenir sur la séquence présidentielle, il y a quelque temps, Zemmour, il annonçait sa candidature autour de thèmes racistes, sécuritaires, réactionnaires, etc. C'est un phénomène qui inquiète beaucoup de monde, qui inquiète la jeunesse au sens large, qui inquiète les personnes LGBT, qui inquiète les quartiers populaires, les personnes racisées, etc. Mais du coup, les thèmes et la rhétorique qu'il emploie, c'était aussi avant lui l'apanage même déjà de la gauche institutionnelle. Déjà, le gouvernement Hollande avait commencé à paver la voie en parlant déjà de déchéance de nationalité, etc. Et du coup, là, avec du coup l'émergence de la candidature de Zemmour, ma question c'est comment est-ce que vous voyez le paysage, la politique très polarisé pendant cette période électorale?
La question, elle est de voir que derrière le discours d'Éric Zemmour, et pas que, parce qu'on peut, bon, même si Ciotti a perdu la primaire, mais en vrai, tout ce qui a été la primaire de la droite, le discours de Le Pen, et également, même si Macron, il n'est pas encore lancé, mais ça va être la même chose, c'est le sauvetage du néolibéralisme, avant toute chose. C'est-à-dire que sous couvert de voir comment sauver encore, rallonger la durée de vie de ce système qui vise ni plus ni moins à attaquer l'ensemble des acquis sociaux du mouvement ouvrier ici en France, comment, sous couvert d'essayer de diviser la classe ouvrière, comment essayer de diviser les gens qui sont au cœur de la machine de production pour maintenir une forme de politique réactionnaire, raciste, etc. Parce qu'ils voient clairement que la classe ouvrière, elle a évolué. Moi, je dis souvent, la classe ouvrière, elle a aussi ma gueule à moi, c'est-à-dire qu'elle conduit les trains, elle conduit les bus, elle est à Auchan, elle est à Carrefour, elle est issue de l'immigration, elle est aussi blanche, et qu'au final, quand on est sur les piquets de grève, on lutte ensemble et on milite ensemble contre un patron qui essaie de nous exploiter. Et je pense que face à l'émergence de tous ces phénomènes de lutte, mais également de tous les phénomènes de front qui luttent contre les oppressions, comme j'ai cité par exemple tout à l'heure, les mobilisations du comité Adama, les mobilisations type Pride qui ont été immenses, les Pride radicales aussi qu'il ne faut pas oublier, qui amènent de plus en plus de personnes, les mouvements par exemple, il y a 3 semaines à Paris, autour de Nous Toutes, etc., qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes qui dénonçaient pas uniquement le patriarcat, mais dénonçaient aussi le système capitaliste. Et face à cette émergence-là, c'est normal de voir que le camp d'en face, il essaye aussi de s'organiser, et il s'organise autour d'une idéologie de plus en plus réactionnaire. C'est pas anodin qu'il parle de wokisme. Le wokisme, ça vient de wake, ça vient de s'éveiller, c'est-à-dire simplement, ni plus ni moins, de prendre conscience des oppressions qui existent dans la société. Ça ne veut pas dire je ne sais quoi. Et on voit à quel point, en fait, quand ils disent, Hidalgo, elle dit je ne ferai pas une politique wokiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne fera pas une politique de l'éveil, de s'éveiller aux oppressions que vivent les gens. C'est-à-dire que ces gens-là, lorsque tu vois qu'on tabasse des gens qui ont des t-shirts non au racisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas le droit, en fait, dans ton meeting, de dire que le racisme, c'est pas bien. Donc, en fait, tu accrédites ça. Ils avancent au fur et à mesure, et ils avancent sur une ligne de plus en plus réactionnaire, et ça se fait aussi sur 50 ans de politique de gauche et de droite. Parce que si des phénomènes comme Zemmour aussi existent aujourd'hui, c'est parce que, et comme on peut exister Trump aux États-Unis, Salvini en Italie, Orban, etc., c'est aussi sur ce qu'a été la politique libérale dans notre pays, mais également la politique de la social-démocratie jusqu'à présent. Parce qu'on se souvient, tu as dit Hollande et la déchéance de nationalité, mais Hollande, c'est aussi celui qui est venu sur le piquet des travailleurs de Goodyear à Amiens, où il y a eu après derrière des dizaines de personnes qui se sont suicidées, des gens qui sont au chômage aujourd'hui, qui n'arrivent plus à retrouver de boulot. C'est des gens qui ont vendu du rêve à la classe ouvrière, qui leur ont expliqué que c'était eux les hommes providentiels qui allaient les sortir de tout ça. Et vu qu'aujourd'hui le système capitaliste n'a rien à proposer dans le sens des questions sociales, dans le sens des questions liées aux oppressions, au racisme, etc., la seule chose qu'ils essayent de faire, c'est d'une part de polariser autour d'un fameux ennemi intérieur. C'est-à-dire que ton problème, en fait, comme moi je dis, ce n'est plus le patron de Ford à Blanquefort qui a pris 16 millions d'euros de CICE avant de fermer l'entreprise, ou le patron de Bridgestone, ou Auchan qui, après avoir pris des millions pendant la crise, a annoncé à peine à la sortie du confinement qu'elle licenciait plus de 1900 personnes. Le patron d'Orchestra qui a bénéficié des ordonnances Covid qui lui permettaient de liquider son entreprise, 600 millions d'euros de dettes qu'il a liquidé comme ça, et il a liquidé derrière avec 300 employés. C'est pas eux l'ennemi. Ton ennemi, ça doit être Mamadou et Mohamed, comme je dis. Il faut que tu vois que notre problème, c'est les musulmans et c'est les immigrés. Et malheureusement, ça peut faire écho dans une certaine partie de la classe, mais que aussi ça se fait grâce au fait que les classes populaires, en grande majorité, ne votent pas. Les classes populaires, elles ont, on va dire, comme on dit, le cœur à gauche. Généralement, elles votent pour la gauche
Sauf qu'aujourd'hui, on peut s'entendre sur le fait que la gauche institutionnelle, la gauche politique telle qu'on la voit de ces grands partis, est en désarroi aujourd'hui. Alors, ils sont en train de chercher à comment faire une unité, mais qu'on le veuille ou non, enfin, la gauche fait 20% quand tout le bloc de droite à l'extrême droite, du centre droit à l'extrême droite, fait plus de 80%. Donc le problème, il n'est pas juste la question de comment on s'unit derrière quelqu'un pour faire un énième programme social-démocrate, etc., qui va être, une fois de plus, encore la courroie de distribution du système capitaliste qui va essayer de faire en sorte de maintenir toutes ces choses-là. Et c'est comment, et ça va faire après la passe à Sacha, mais c'est aussi comment nous, aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle, on essaye de porter un discours, comme moi je dis modestement, qui essaye de redonner espoir aux gens qui ont perdu espoir dans la période et en essayant de porter un certain nombre de thématiques et de sujets progressistes pour ne pas dire en gros qu'on est condamné aujourd'hui politiquement à écouter des Zemmour, des Pécresse, etc. Alors que derrière, on se dit mais mince, on était quand même des dizaines de milliers à telle manif, on était des dizaines de milliers à cette autre manif, on était des dizaines de milliers avec les gilets jaunes, etc. Et que maintenant, on se retrouve comme si on fermait les yeux et que tout ça n'avait pas existé. Et nous, si on peut faire quelque chose, notamment avec Sacha et tous les autres camarades, je pense par exemple à Assa Traoré, Youssef Brakni et d'autres, militantes et militants, il y avait Kamel Guémari de l'Après-m, c'est d'être le porte-voix de toutes ces luttes-là pour dire nous on vient avec ce bagage, avec le bagage de notre camp, avec le bagage et la radicalité, la détermination de toute une nouvelle génération qui n'a pas envie de se laisser déposséder de son avenir. Du coup, si la question c'est qu'est-ce qu'on pense de ce moment politique, je ne vais pas mentir, je suis assez inquiète. Moi, je n'ai pas une nationalité française, je suis réfugié en France, donc j'ai un titre de séjour de 10 ans. Et je sais qu'en France, l'obtention de la nationalité elle est conditionnée par aussi, il y a un dossier qui est accumulé et on étudie ton activité politique, ce que tu as pu dire sur la France, etc., etc. Donc je sais que pour moi, m'exprimer sur les questions politiques et critiquer ce qui se passe en France, c'est prendre un risque. Et du coup, si je le fais constamment et si je prends la parole en public et si je ne choisis pas mes mots, c'est parce que je suis extrêmement inquiète pour l'avenir de ce pays. Je suis extrêmement inquiète pour l'avenir des personnes qui viennent en France, qui ont immigré en France et qui sont dans une situation encore plus marginalisée que la mienne, qui sont des personnes qui sont venues de l'Afrique, qui sont noires, qui sont venues qui sont musulmanes par exemple, etc., etc. Je suis vraiment inquiète pour ce qui peut arriver avec cette montée de discours racistes et fascistes dans ce pays. Et cette montée est tellement incroyable qu'en fait, c'est un des principaux produits d'exportation de la France aujourd'hui dans le monde. C'est quand il y a des attentats commis par des suprémacistes blancs en Nouvelle-Zélande ou au Canada ou aux États-Unis, souvent les personnes qui les commettent citent les théories du grand remplacement qui a été articulée en France et qui est aujourd'hui en France, il faut le dire, elle est extrêmement banalisée, elle est utilisée par des politiciens de la droite républicaine, par Éric Ciotti par exemple qui l'a utilisé, du coup et par pas mal de politiciens, etc. Donc moi je pense l'avenir de ce pays est inquiétant. Le moment politique actuel, il est extrêmement inquiétant parce que du coup, c'est quand même pas anodin qu'il y a 13 000 personnes qui viennent à Villepinte au meeting d'Éric Zemmour. 13 000 personnes, alors que au meeting antifasciste à Paris, c'est 2 000 personnes qui se rassemblent. Moi, je pense qu'il y a un phénomène de désorganisation de notre camp et il y a en fait toutes les forces médiatiques favorisent la montée d'un mouvement assez important fasciste, quand même 13 000 personnes dans un meeting. Et moi, je pense qu'il y a 50 personnes ou une centaine de personnes qui ont participé à la bagarre avec les militants antiracistes qui avaient un message super simple, non au racisme. Il y avait une centaine de personnes qui font partie des groupuscules fascistes comme les Zouaves, etc., etc. Mais moi, je pense, en fait, 13 000 personnes qui étaient là, l'écrasante majorité adhérait à cette agression physique. Ils adhéraient au fait d'agresser quelqu'un qui porte un message super simple, non au racisme. Donc, quand on a 13 000 personnes qui se rassemblent dans un meeting, dans un stade, ou je ne sais pas ce que c'était, qui en fait sont prêtes
à agresser physiquement des gens portant un discours antiraciste. Moi, je pense que c'est une nouvelle extrêmement inquiétante pour notre pays et c'est un signal pour en fait s'organiser et organiser notre camp aussi rapidement que possible, s'engager politiquement aussi rapidement que possible. C'est ça que je répète souvent dans les meetings, genre tout le monde en ce moment a un choix. Est-ce qu'on reste dans nos chambres à regarder la télévision, à regarder comment Zemmour il rassemble des meetings à 13 000 personnes, comme Zemmour a dit encore une chose ignoble sur les personnes racisées, sur les musulmans, sur l'immigration, sur les personnes trans, et tout le monde le valide et ça passe et il y a l'antenne H24 sur tous les médias nationaux. Est-ce qu'on reste isolé dans nos chambres impuissant face à ça et du coup archi déprimé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut contredire, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ces discours, pour contrer cette hégémonie raciste dans ce pays, ou est-ce que nous, on fait le choix de s'organiser, de construire nos forces politiques, de construire des organisations révolutionnaires qui pourront à large échelle diffuser d'autres discours, qui pourront combattre ces mouvements politiques et ces idées. Et moi, je pense aussi en France, et du coup, je n'étais même pas encore là en France, mais je me suis renseigné, on va dire, qu'en France, quand il y avait la dernière élection, il y avait et en fait, ça arrive à chaque élection, il y avait cette idée de faire un repas au fascisme à travers un barrage républicain, à travers notamment le vote utile pour la candidature de Macron, le candidat modéré qui va passer, qui est ni de droite ni de gauche, et ce sera notre rempart aux idées fascistes. Or, comme toi-même tu l'as dit, le gouvernement actuel, le gouvernement précédent, ils ont participé et ils utilisent le vocabulaire de l'extrême droite, ils parlent aux médias d'extrême droite. Emmanuel Macron a appelé Éric Zemmour pour avoir ses avis, ses opinions sur l'immigration, sur la question de l'immigration. Alors que Éric Zemmour parle du grand remplacement, alors que Éric Zemmour prend en fait des violences contre les personnes qui portent le discours antiracistes. Et évidemment, cette idée de rempart républicain en soutenant les politiciens néolibéraux, elle s'est prouvée 1000 fois fausse. Elle a toujours été fausse. Je pense, même si finalement l'extrême droite elle ne passe pas et c'est le gouvernement actuel qui aura un deuxième mandat, les choses ont l'air, mais l'avenir de la France a l'air extrêmement sombre parce que même sans Zemmour, il suffit de Darmanin, il suffit de Macron, il suffit de Marianne Schiappa. Marianne Schiappa qui est allée à la télévision pour annoncer fièrement que la police a arrêté 49 personnes militants antifascistes qui sont venus protester le meeting de Zemmour. Il suffit de cette trifecta d'autres personnes réactionnaires dans le gouvernement pour mener une politique réactionnaire, raciste, anti-migrant, islamophobe. Donc on est dans un tournant extrêmement sombre de ce pays et c'est pour ça que je pense que c'est essentiel vraiment de s'organiser et de construire nos forces et ne plus être composant avec la gauche du gouvernement qui a tant trahi, qui a été complètement composante à ce discours qui a favorisé leur montée, ni avec le gouvernement actuel qui est aussi très responsable. S'ils étaient vraiment inquiets du fascisme, de l'arrivée du fascisme, ils auraient fait quelque chose contre la concentration des médias dans les mains des milliardaires. S'ils étaient vraiment inquiets de la montée du fascisme, ils n'auraient pas utilisé le vocabulaire de l'extrême droite, ils n'auraient pas tant favorisé sa montée. Donc voilà, faut tenir les personnes qui sont responsables de ce qui se passe responsables, il faut les tenir responsables et il faut construire nos forces pour ne pas être dans cette impuissance, dans cette tétanie, dans cette paralysie dans laquelle beaucoup de gens sont actuellement. Je pense que beaucoup de gens, surtout des groupes marginalisés, sont vraiment en panique en ce moment parce que H24, tout ce qu'ils voient sur tous les médias et de la culture, c'est en fait des attaques sur leurs droits, sur leur même existence même. Et c'est, comme je dis, 13 000 personnes qui sont prêtes à agresser physiquement des gens portant un message non racisme. Voilà, donc c'est grave. Ouais. Parce que face à ça, toi, tu parlais de l'union, du coup, de l'appel au vote utile, au barrage républicain, etc. Mais il y a aussi des pressions spécifiques à la gauche. Il y a aussi la pression, du coup, de l'union de la gauche, du coup, en particulier derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière son programme, etc., pour faire face à ça. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Non, mais moi je pense surtout que c'est une illusion totale de penser qu'on lutte contre l'extrême droite à travers les urnes. Ça, il faut rompre absolument avec ça et qu'au contraire, la situation, elle doit nous appeler à réfléchir à comment on s'organise avant tout. Parce que enfin, une élection et un barrage, ça existe. C'est une illusion qu'utilise la bourgeoisie systématiquement. Limite, ils sont même heureux, en fait. Ils en viennent à revendiquer d'être face à l'extrême droite au deuxième tour parce que pour eux, c'est un gage d'une certitude d'être élu. Donc, faut absolument rompre avec ça. Et qu'au final, il faut voir que si Macron a fait son élection précédente autour de ni gauche ni droite, etc., cette élection-là, il ne va pas la faire de la même manière. Il ne va pas la faire de la même manière parce que la polarisation des idées réactionnaires va obligatoirement pousser. On a vu qu'il y a eu un tournant aussi dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment après le terrible assassinat de Samuel Paty, où au final, à ce moment-là, Emmanuel Macron, à qui on reprochait beaucoup d'être faible sur ce qu'ils appellent les thématiques régaliennes, notamment la question de la sécurité, de l'identité, de l'immigration, etc., qui était pour la droite républicaine un angle mort du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a vu qu'Emmanuel Macron a su leur répondre très rapidement, avec notamment la nomination de Gérald Darmanin, etc., qui est accusé de viol. Derrière, la loi séparatisme, la loi sécurité globale, quand même quelqu'un qui veut invisibiliser les violences policières, quoi. C'est quand même un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on veut dans ce pays mettre des lois pour interdire de filmer les gens qui tuent et qui tirent au LBD sur des manifestantes ou des manifestants. Enfin, c'est dire le niveau de propagande réactionnaire qui est capable un gouvernement qui au départ se disait ni de gauche ni de droite, et que là, la réalité avec Zemmour et autres, et le fait qu'il y ait une Pécresse maintenant qui arrive en piochant sur un peu pour faire consensus avec ce qu'a été Ciotti, etc., sa présence dans la primaire, porte le curseur très très à droite sur les questions d'immigration et autres. Et donc, nous, on ne peut pas se contenter de regarder ce spectacle-là. On ne peut pas se contenter de regarder ce spectacle-là, et on ne peut pas se contenter, en fait, de juste dire ce sont eux les responsables, sans voir aussi que la gauche institutionnelle aujourd'hui n'a rien fait pour faire barrage à tout ça. Et que nous, en tant que militants révolutionnaires et militants de lutte de classe, on considère que c'est à travers la lutte de classe qu'on affronte l'extrême droite et qu'on devrait se mobiliser. Lorsque y a des attaques fascistes qui sont faites contre les militantes et les militants, normalement, on devrait tous vent debout. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? À part des tweets, qu'est-ce qu'on a fait en fait face à la dizaine de militants de SOS Racisme, dont certains ont même dormi en garde à vue? Ils se sont fait tabasser, ils ont dormi en garde à vue. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait au moment où il y a plus de 1000 militants qui, par le site internet Français de souche, qui sont identifiés? Des syndicalistes, des militants politiques, des journalistes et autres. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il n'y a rien qui est organisé. C'est-à-dire qu'on dit systématiquement, et cette gauche-là, elle a abandonné. Alors oui, elle utilise une phraséologie socialiste. Oui, elle utilise des codes autour de dire « oui, mais nous, on aimerait parler du pouvoir d'achat, on aimerait… » Oui, ok, il n'y a pas de problème. On ne doute pas une seule seconde que aussi Mélenchon veut parler du pouvoir d'achat, que même Jadot voudrait peut-être parler du pouvoir d'achat ou autre. On ne leur enlève pas l'envie de parler de ça. Mais face à l'extrême droite, ils ne proposent rien. Ils ne proposent rien dans l'action, en fait. Ils ne proposent rien. Comme lutte, ils disent « c'est soit vous votez pour nous, soit advienne que pourra ». Et ça me fait penser notamment à ce qu'avait dit Iglesias, le chef de file de Podemos. Il avait dit « votez pour moi, sinon ça sera le fascisme qui va passer ». Et donc, quand les gens n'ont pas voté pour lui et qu'il a perdu, eh ben, il a dit « je vais arrêter la politique ». Et donc, il a fait une retraite spirituelle. Mais si c'est le fascisme qui est là, enfin, je sais pas, le fascisme, c'est quelque chose de… Ça veut dire quelque chose dans l'histoire. Si c'est vraiment le fascisme,
Pourquoi tu retournes pas aller lire aller lire des bouquins dans ton jardin? Et de la même manière, je trouve que la gauche institutionnelle, elle agite souvent le drapeau de l'extrême droite, des idées réactionnaires, etc. Mais dans les faits, ils ne cherchent pas à organiser leurs militants. Parfois, certains ont 10 000, 20 000 adhérents. Mais ils sont où ces adhérents-là dehors? Ils sont où pour faire face lorsque le PCF, on tag collabo sur la devanture et qu'ils n'appellent même pas un rassemblement, lorsqu'il y a la dissolution d'organisations contre l'islamophobie comme le CCIF, il n'y a pas eu un rassemblement. Il n'y a pas eu un rassemblement pour le CCIF. Et aujourd'hui, on ferait semblant d'être étonné que finalement, il y a des Zemmour, il y a l'extrême droite, il y a de plus en plus d'idées réactionnaires. Oui, ça peut arriver que comme ça, vu qu'ils nous mettent sous pression. Vu que lorsqu'ils parlent d'islamo-gauchisme, tous ils se lavent les mains en disant non, 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 nous on n'est pas islamo-gauchistes. Ils vous parlent de wokisme, ah non, 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 nous on n'est pas wokistes. On va faire même une politique anti-wokiste en fait. Ils participent à ça. Et souvent ces thématiques-là, l'islamo-gauchisme et autres, ou le wokisme, ce n'est pas l'extrême droite qui l'a importé. C'est cette fameuse gauche du printemps républicain et autres qui met des coups de bélier en fait au quotidien et on nous ramène des figures racisées aussi comme Sonia Mabrouk, comme Rachel Kahn et d'autres qui viennent pour affronter tous les militants antiracistes, tous les militants féministes, tous les militants pour les droits LGBTI, etc. pour dire voilà en fait, ces gens-là on peut les affronter aussi dans leur terrain et moi je considère qu'on a la nécessité, au-delà de l'élection présidentielle, peu importe l'issue, même si c'est pas la même chose si c'est un tel ou un autre qui sera élu, mais de dire que l'extrême droite, elle ne va pas reculer uniquement en fermant les yeux et en regardant à côté. Si on ne s'organise pas, si on n'a pas nos propres organisations politiques, si on ne commence pas à être ceux qui donnons le ton, qui donnons le là en fait, de la lutte, des mobilisations, et pas qu'on débarque en fait juste pour dire ah il y a un tel qui se réunit à tel endroit, on va aller manifester en contre, mais que nous en fait on amène quelque chose d'offensif, de politique, etc. et que c'est nous qui monopolisons une nouvelle parole progressiste et autres, ça va être très difficile. Moi, sur la question de l'unité derrière Mélenchon, c'est une tactique que beaucoup de personnes marginalisées, par exemple beaucoup de personnes LGBT, face à la panique qu'elles ressentent face à la montée de l'extrême droite de ce pays, c'est beaucoup de personnes marginalisées qui adoptent cette tactique. Moi, je ne vais pas forcément juger ces personnes parce que du coup, elles éprouvent un grand désespoir face à la situation politique, elles ne voient pas d'issue et elles essayent de trouver des solutions par-ci, par-là. Par contre, moi, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise incarnent vraiment un incroyable rempart très efficace contre l'extrême droite, parce que du coup, on peut notamment penser au fait que Jean-Luc Mélenchon a fait un débat avec Éric Zemmour quand il n'était même pas encore déclaré comme candidat, et ce n'est pas un débat que Jean-Luc Mélenchon a remporté. Ce n'est pas après ce débat que les sondages pour Éric Zemmour ont chuté, que Éric Zemmour a été discrédité durablement par l'habileté orale, oratoire de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il n'était pas très fort dans ce débat, il n'était pas très fort en tant qu'homme de gauche républicaine face à l'extrême droite, il n'était pas très fort dans ce rôle. Évidemment aussi, il ne faut pas oublier le rôle de la gauche institutionnelle dans la montée de ses discours, le fait que Mélenchon il a eu des sorties historiquement et même aujourd'hui, du coup, même aujourd'hui encore sur l'impérialisme français, par le passé sur le voile, sur l'islam, etc. Donc il y a ce rôle historique, il y a son inefficacité en tant qu'opposant à l'extrême droite. Et aussi, moi je pense la France insoumise, c'est un parti bourgeois. Les politiciens qui sont élus pour la France insoumise, pour la plupart, ce sont des personnes issues de la classe bourgeoise. Et moi j'ai envie, en tant que militante, renforcer en fait des mouvements révolutionnaires ouvriers issus de la classe ouvrière. Et je n'ai pas forcément envie de renforcer des mouvements menés par des politiciens professionnels. Je n'ai pas forcément envie de soutenir les mouvements comme la France soumise et cette idée de l'Union populaire, remplis des acteurs issus du monde associatif, issus du monde universitaire. Ce n'est pas forcément ce que moi je cherche à soutenir, parce que pour moi, dans la politique de la France soumise, de la manière dont il parle de la politique, il y a une certaine dilution en fait
fait des idées historiques de la gauche. Il y a une dilution au niveau de leur discours. Ils n'utilisent plus beaucoup de mots historiques de la gauche et ils essayent de fédérer autant de gens que possible en diluant leur discours et en utilisant des mots plus vagues qui n'ont plus rien à voir souvent avec le langage historique des luttes socialistes, des luttes révolutionnaires et tout. Donc voilà, donc moi Et parfois même un discours même nationaliste. Ouais, Il ouais, dit c'est clair. beaucoup la patrie, et Jean-Luc Mélenchon revendique systématiquement la patrie, parfois même l'histoire impérialiste de la France, lorsqu'il dit que la France est la deuxième puissance maritime, Hmm. sans dire comment, sans expliquer que c'est aussi avec les territoires d'outre-mer, les anciennes colonies françaises. Enfin, c'est... Bah, juste pour dire que du coup, moi, en tant que personne étrangère, du coup, c'est dur pour moi de me réjouir ou me motiver pour tous ces discours-là, qui ont en effet des temps parfois impérialistes, parfois nationalistes, etc. Donc voilà, moi, je pense il faut, dans ce moment de crise, ne pas abandonner nos luttes, en fait, ne pas abandonner nos stratégies historiques et en fait construire une organisation révolutionnaire, la renforcer, faire adhérer autant de gens que possible dans cette lutte pour qu'à un moment donné, elles puissent agir, elles puissent avoir un effectif de personnes engagées assez important pour agir dans les moments de crise et dans les moments aussi de désert politique, aussi être un moteur de lutte, un moteur de la politique. Anas, tu parlais tout à l'heure plus du wokisme, etc. Et on voit que non seulement les attaques au nom du wokisme, mais aussi de l'islamo-gauchisme, du coup d'un mouvement trans qui serait une menace, du coup de Zemmour qui parle de l'indoctrination LGBTI à l'école, par exemple, etc. Ce sont des discours qui sont repris par la bourgeoisie, par les médias dominants, mais qui peuvent aussi être repris dans la bouche, par exemple, de militantes féministes ou aussi des idées qui peuvent être prises par des militants racisés aussi, avec les figures notamment que tu citais tout à l'heure. Et du coup, on voit que tous les deux, vous êtes des alliés objectifs aussi face à ce discours, parce que vous subissez les mêmes attaques de la part des médias, de la part de la classe bourgeoise, etc. Mais aussi que vous avez eu à vous défendre, même entre guillemets, sur la gauche, face notamment à une militante qui se dit féministe, qui est figure de proue du mouvement TERF, du mouvement féministe transphobe en France, qui s'appelle Marguerite Stern, du coup, qui a accusé, qui a lancé une vague de cyberharcèlement sur Sacha à la suite de la Pride et qui a accusé la venue de Anas également pendant la manifestation contre les violences faites aux femmes en disant que c'était inadmissible la présence d'Anas pendant cette manifestation-là et que si jamais il avait été blanc, il aurait été sans doute été critiqué de manière beaucoup plus virulente, quoi. Et du coup, ma question c'est qu'est-ce que vous pensez qui dérange dans vos deux profils, mais aussi dans cette alliance-là? Moi, pour dire très rapidement, enfin, on dérange à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas le droit d'être communiste et issu de l'immigration, mais on n'a pas le droit d'être aussi féministe et issu de l'immigration. Voilà, c'est soit tu es féministe, soit tu es issu de l'immigration. Mais si tu es aux côtés des personnes qui luttent contre le patriarcat, etc., contre les violences sexistes et sexuelles, économiques faites aux femmes, t'as pas le droit d'être là. Au contraire, nous, on revendique le fait justement de l'alliance et de l'unité de notre classe, en fait, on doit prendre à bras le corps et être aux côtés des femmes qui sont victimes d'oppression patriarcale et enfin voilà, et juste pour la petite anecdote, enfin, c'est assez drôle parce que sur quasiment 2 heures et demie de manifestation que je fais, c'est le moment où des camarades, en tant que candidat à la présidentielle, me demandent est-ce que Anas, ça ne te dirait pas de dire un mot, etc. Parce que les gens aussi te respectent et ils te soutiennent, tout ça. Est-ce que tu veux pas dire un mot et participer un peu à l'animation? Et du coup, je prends le mégaphone 30 secondes et c'est déjà 30 secondes de trop en fait pour ces personnes-là. Qu'elles soient contentes ou pas, enfin voilà quoi. Nous, on est fiers en fait de lutter ensemble. On est fiers d'être ensemble dans ces manifestations-là particulièrement féministes, mais on est fiers aussi de lutter et de militer ensemble. Quand on est sur les piquets de grève, on est ensemble, on lutte ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été aux côtés de mes camarades travailleuses lorsqu'elles sont réprimées, lorsqu'elles sont opprimées, lorsqu'elles sont exploitées. On a été pendant plus de 45 jours aux côtés des travailleurs et travailleuses du nettoyage de Honnête
avec lesquels on a milité, dans lesquels les femmes ont eu un rôle central, en fait, ont été la colonne vertébrale de cette bataille. Et on en est fiers, en fait, de participer à l'unité de notre classe. Souvent, moi, je rappelle cette citation de Clara Zetkin sur l'émancipation de la prolétaire. Elle se fera avec l'unité, en fait, de l'ensemble de notre classe, sans distinction de sexe. Et moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup en la solidarité et la possibilité de lutter ensemble, sans essayer, au contraire, de prendre la place ou essayer de, comment on dit ça, récupérer, faire de la récupération ou autre. De la même manière, je suis opposé à cela, que ce soit dans les mouvements féministes, mais également dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements pour les personnes réfugiées. Enfin voilà, moi, personnellement, dans un mouvement antiraciste, j'ai pas de problème qu'une personne qui vive pas le racisme viennent et disent un mot, et ça me ferait même plaisir de me dire que la solidarité, elle vient aussi de l'extérieur. Je sais pas, on est content quand Sacha, elle est pas musulmane, mais quand elle porte un discours vis-à-vis des personnes qui sont opprimées et qui vivent l'islamophobie, on lui dit pas, mais casse-toi, qu'est-ce que tu connais à l'islamophobie? Non, au contraire, les gens le perçoivent et sont ultra sensibles à ça. Et je pense de la même manière, lorsqu'on peut venir et montrer ne serait-ce que de la solidarité, de dire qu'on est avec vous, on est à vos côtés et qu'on se battra à vos côtés pour lutter contre les oppressions patriarcales, c'est plutôt central. Donc oui, on se fait critiquer à tout niveau là-dessus, mais ça montre une chose, que c'est qu'on dérange, et on dérange pour de bonnes raisons, moi je pense. Donc je pense qu'il faut continuer à les déranger, parce qu'on est en train il y a, comme les plaques tectoniques, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, que parfois même nous-mêmes, nous ne voyons pas encore spécialement. On a souvent tendance à se voir parfois très petit, mais qu'à l'extérieur, quand on voit le déchaînement de haine, de violence, etc., et d'insultes qu'on peut recevoir, ça montre qu'in fine, on n'est pas si petit que ça, et on n'est pas si insignifiant. Parce que s'il y a vraiment quelque chose auquel on ne met pas d'énergie du tout, c'est vraiment vis-à-vis des gens qui nous paraissent insignifiants. Et cette rage-là, cette colère-là que ces gens mettent vis-à-vis de nous, ça montre à quel point, au contraire, ils sont en train de voir que le travail qu'on est en train de faire d'alliance, d'unité, d'essayer de lutter ensemble contre l'exploitation et l'oppression est en train d'avancer. Concernant la shitstorm qui s'est pris Anas suite à sa présence à la marche contre les violences sexistes et sexuelles, je pense, moi je m'interroge beaucoup sur cette idée qui est pas mal présente dans les mouvements féministes c'est que genre toutes les femmes auraient les mêmes intérêts en fait. Toutes les femmes auraient les mêmes intérêts et du coup ce serait l'unité des femmes contre les hommes. Moi je sais que de mon propre expérience que pas toutes les femmes ont les mêmes intérêts. D'ailleurs, il y a des femmes qui luttent activement contre mes intérêts. Et en fait, moi, en tant que femme, j'ai beaucoup plus en commun, par exemple, avec des hommes trans, avec des hommes précaires, avec des hommes qui sont en situation d'immigration. Juste politiquement, j'ai beaucoup plus en commun. On fait face à beaucoup plus des mêmes problèmes qu'avec des femmes qui sont issues de la classe bourgeoise, qui sont réactionnaires et qui vivent leur vie tranquillement en train de, en fait, leur vie, elle consiste dans l'oppression des autres. Donc je questionne cette idée de ce serait un scandale que un homme militant, syndicaliste, issu de l'immigration, il vient parler 5 minutes devant un cortège à une manifestation féministe. C'est quelque chose c'est un scandale, il faut en parler, il faut s'insurger, etc. Mais ça ne me surprend pas que cette attaque est venue de la part de Marguerite Stern, parce que il faut comprendre que Marguerite Stern, ce n'est pas une féministe, parce que ça n'existe pas des féministes qui luttent activement contre les droits d'autres groupes en fait. Ça n'existe pas des féministes qui luttent contre les droits des femmes. Or, c'est ça que fait Marguerite Stern et aussi ses camarades comme Dora Muto, c'est essayer activement de lutter contre les droits des personnes trans, contre les droits des femmes trans. Récemment, Dora Muto, par exemple, a participé, elle a fait du lobbying auprès de Marlène Schiappa. Elle a été reçue par Marlène Schiappa avec une autre militante transphobe pour essayer de maintenir la légalité de thérapie de conversion des personnes trans, ce qui est quand même extrêmement grave.
parce que en fait, les thérapies de conversion, c'est une forme de torture qui touche des personnes LGBT, des personnes trans, et qui en fait vise à les entretenir dans les normes sexuelles, dans les normes de genre, et souvent ça peut avoir des tournures assez violentes. Et donc Dora Muto, qui est vraiment une camarade de Marguerite Stern, ils sont assez proches, elles font beaucoup de choses ensemble en tant que militantes. Elle a essayé de faire du lobbying actif à la fois auprès de Marianne Schiappa, à la fois auprès des sénateurs des républicains, pour faire en sorte qu'ils interdisent les thérapies de conversion des personnes E, G et B, mais pas des personnes trans. Parce que c'est ça leur militantisme depuis des années, c'est essayer de faire en sorte que les personnes trans restent à la marge de la société, que les personnes trans restent opprimées. Et en fait, aussi, il ne faut pas ignorer que Marguerite Stern, au fil des dernières années, elle a été pas mal marginalisée des milieux progressistes, des milieux de gauche. Et pareil pour Dora Muto. Il y a seulement une petite frange du féminisme mainstream qui est toujours, qui donne toujours la parole à Marguerite Stern et Dora Muto. Donc elles comprennent qu'à travers leur discours transphobe réactionnaire, elles sont toutes seules marginalisées du mouvement féministe mainstream. Et elles comprennent que les meilleurs alliés objectifs qu'elles peuvent avoir maintenant, c'est la droite, c'est les réactionnaires. Et donc c'est pour ça que quand elles font des tribunes transphobes, elles publient ces tribunes dans des journaux réactionnaires comme Marianne par exemple, ou comme dans des journaux réactionnaires comme Le Point. Le Point a sorti récemment un interview avec Dora Muto concernant cette histoire de maintenir la légalité des thérapies de conversion des personnes trans. Et donc c'est pour ça aussi qu'elles savent que leur allié objectif en France, c'est la droite, c'est même l'extrême droite. Et comme au Royaume-Uni, les militants transphobes se sont alliés avec la droite, comme aux États-Unis, les militants transphobes se sont alliés avec la droite, c'est le même processus. Et du coup, quand tu t'allies avec la droite, bah, évidemment, tu vas faire des sorties homophobes, évidemment, tu vas faire des sorties racistes aussi, évidemment, tu vas mettre dans le viseur un homme issu de l'immigration. Donc ça me surprend pas tant que ça. Ça me surprend pas tant que ça aussi, étant donné des liens qui existent, par exemple, entre Marguerite Stern et Julien Rochdy. Donc, quand il s'agit de parler avec un homme qui est littéralement un masculiniste et ancien chef de la jeunesse du Front National, un militant en fait fasciste, qui est un homme et qui est masculiniste et qui vise donc en fait la privation d'un projet hyper patriarcal, hyper hétérosexuel de la domination des hommes sur les femmes, ça ne la dérange pas. Il y a des échanges qui sont publics en fait entre Rochdy et Stern. Ça ne l'a pas dérangé tant que ça d'échanger politiquement avec un homme. Donc étant donné ces liens avec les militants d'extrême droite, le fait qu'elle a attaqué Anas, ce n'est pas du tout surprenant. Et ces militantes-là, au final, leurs intérêts, c'est ça, enfin, c'est de préserver des valeurs réactionnaires, des bonnes mœurs, une certaine place, une certaine idée de la femme que basée sur l'essentialisme, etc., et qui se recoupent aussi énormément avec des idées racistes et des idées fémonationalistes aussi, dont Schiappa est la chef de file aussi en France. Et du coup, c'est pas étonnant, comme tu dis, qu'elle trouve des intérêts communs, et c'est pas du tout étonnant non plus qu'elle se sente menacée par du coup une campagne et par des profils comme les vôtres. Moi, j'en ai fait l'expérience à mon échelle puisque quand Anas, il a été interpellé par Marguerite Stern, mais aussi par des militants d'extrême droite, du coup des polémistes aussi de droite dure, etc. sur Internet. Moi, j'ai fait une vidéo de réponse en tant que militante féministe, en tant que militante du collectif du Pain et des Roses, qui était dans le cortège où a été filmée la vidéo et toi avec Anas, et j'ai eu en réponse une avalanche du coup de gens qui étaient pas gênés le samedi le dimanche de se prétendre extrêmement féministe, de défendre les intérêts des femmes face à Anas qui serait un homme maghrébin horrible, un ennemi intérieur venu faire violence aux femmes, et qui n'était pas gêné le lundi ensuite quand j'ai posté ma vidéo de m'insulter d'insultes misogynes, homophobes, etc. quoi. Du coup, on voit bien que ces gens-là reprennent, enfin du coup, le sens commun réactionnaire, de la droite dure, de l'extrême droite, etc., et qui sont en particulier dérangés par un phénomène qui est aussi réel en réponse à la polarisation à droite, c'est-à-dire aussi l'émergence de plus en plus de luttes. On a vu de la deuxième ligne
un peu qui étaient là, comment dire, qui étaient là pendant le confinement, pendant les périodes les plus dures du coup des premières vagues de Covid, qui a dû continuer de travailler. Et on a vu l'émergence dans ça d'une nouvelle génération ouvrière qui se préoccupe non seulement non seulement de ses intérêts économiques, mais qui a aussi derrière l'idée de l'avenir. Moi, quand j'étais sur les piquets pendant la réforme des retraites, il y avait des gens qui avaient l'âge, qui étaient même plus vieux que mon père, et qui me disaient, mais moi, ma retraite, je vais l'avoir, je me bats pour l'avenir de mes enfants. Ça les menace directement, je pense. Et aussi, on voit l'émergence d'une nouvelle génération aussi, mais de militants très jeunes, même plus jeunes que moi, des lycéens, etc., qui se politisent sur des questions qui remettent en cause profondément le système capitaliste, qui se politisent sur l'écologie, qui se politisent sur les violences sexistes et sexuelles, qui se politisent sur les questions de genre et de sexualité, etc. Et on a vu toute l'émergence de ces luttes-là. Et je pense que c'est quelque chose auquel on essaye de s'adresser avec la campagne ANAS. C'est quelque chose qui menace directement ces secteurs-là. Mais c'est aussi des secteurs qui trouvent peu de débouchés dans la gauche institutionnelle, malgré des tentatives d'adresse. Par exemple, Sandrine Rousseau a essayé d'une certaine manière de s'adresser à ces secteurs-là, Jean-Luc Mélenchon un petit peu aussi, etc., et qui n'ont pas trouvé de débouchés. Du coup, ça serait intéressant d'avoir votre perspective de comment est-ce que vous souhaitez dialoguer avec ces franges-là qui se politisent de plus en plus et qui sont sur le devant de la scène. Bah, la première chose, c'est qu'on est partie intégrante de ces franges-là. Surtout ça, c'est une grande différence. C'est-à-dire, nous, on n'est pas en train de dire aux gens, venez derrière nous. On est déjà dedans. On en fait partie. C'est-à-dire, on n'est pas des politiciens professionnels, et on en est fiers, on le revendique en fait. C'est-à-dire que nous, on est partie intégrante de la lutte de classe, partie intégrante des mobilisations. Moi, les gens, quand ils ne me connaissent pas parce que j'ai été au Parti Socialiste ou parce que j'ai été ministre de Mitterrand ou je ne sais quel présentateur comme a été Hulot de Ushuaïa sur TF1. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, les gens ils me connaissent, ils m'ont connu dans les luttes. Donc, s'il y a bien quelque chose, un procès qu'on ne pourra jamais me faire, c'est de quelqu'un qui est un arriviste, qui était fils d'un tel ou machin, et qui est arrivé et qui naturellement, parce que son père était candidat à la présidentielle, lui aussi, il a envie de faire de la politique comme son père ou quoi. Non, je lutte au quotidien. Maintenant, nous, ce qu'on dit vis-à-vis du fait que la gauche institutionnelle n'est presque pas un relais de ça, de toutes ces mobilisations, c'est parce que ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas pour dire de cette manière-là, ce n'est pas dans sa colonne vertébrale. Parce que sa colonne vertébrale, elle est électoraliste. Elle est de dire, dites-moi vos doléances, mais votez surtout pour moi. Et il y a uniquement lorsque vous allez voter pour moi que vos doléances, je vais les prendre en considération. Il n'y a pas le cheminement, en fait, de dire comment, en fait, on lutte ensemble. Comment on s'organise ensemble. Comment on met les gens en grève, comment on lutte au quotidien. Ils ne cherchent pas à faire ça. Ils ne cherchent pas à organiser leurs militants. Ils ont des militants, ils ont des adhérents. Aujourd'hui, ils ont des gens qui font du porte-à-porte, qui traquent, qui font des diffs de marché. Mais pourquoi ces militants, en fait, on ne les voit pas dans leurs entreprises mettre les gens en grève pour ces questions-là? Pourquoi on ne les voit pas? C'est juste des porte-paroles qui viennent de temps en temps, ils viennent dans une assemblée générale pour soutenir une grève. Mais ils ne sont jamais grévistes. Ils ne cherchent jamais, en fait, dans leur entreprise, dans leur lieu de travail, à essayer de mettre les gens en grève, à lutter. Parce qu'ils considèrent systématiquement, et eux-mêmes le disent, par exemple, pour prendre la France insoumise, ils parlent de révolution par les urnes. Ils ne parlent pas d'une révolution socialiste, en fait. Ils ne parlent pas d'un renversement du système capitaliste. Mélenchon, il avait dit sur France Info, il y a moyen de moyenner avec le système capitaliste. Donc ça, c'est leur ADN. C'est-à-dire, oui, il y a une phraséologie de gauche, oui, il y a un programme, il y a des choses à gauche qui se font, mais comment se lier avec ces luttes et ces franges-là, ils ne le font pas. Et moi, je suis assez atterré quand je vois les débats actuels autour de Hidalgo, de l'unité, etc. Je me dis, mais c'est dingue quand même, c'est la salade des partis, des appareils, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien. On parle de rien, on ne parle pas de tout ce qui s'est passé pendant 5 ans. On est en train d'essayer de savoir qui peut donner un peu de pourcentage par là. On est déjà en train de parler des appareils, des législatives. Enfin, à un moment donné, comment vous voulez que les gens qui ont lutté dans les 5 dernières années se retrouvent là-dedans? C'est pas possible. Et qu'au contraire, moi, je pense que
au-delà de tout ce qu'on a dit pendant toute la discussion et toutes les avancées de l'extrême droite et les attaques sur Twitter, etc., moi, je pense ils ont perdu en grande partie le, la question de l'hégémonie politique. Ils savent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de radicalité. Il faut voir aussi que lorsque la démocratie bourgeoise elle est en danger et lorsque le système capitaliste est en danger, eh ben oui, ils essayent de tirer de plus en plus vers la droite et l'extrême droite. C'est pas anodin. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas la nécessité, ils préfèrent faire croire que tout le monde est ensemble, qu'on est tous égaux, mais ils voient qu'il y a l'émergence de nouveaux phénomènes de lutte très radicaux, très spontanés, comme a été le mouvement des Gilets jaunes, comme a été les mouvements Black Lives Matter, les mouvements écolos, les mouvements féministes, etc. Ils le voient ça. Et ils savent que aujourd'hui, cette nouvelle génération-là, elle n'est pas cooptée par aucun des appareils et elle n'est, j'ai envie de dire, même pas cooptable parce qu'elle a un logiciel totalement différent qui ne fonctionne pas. Je donne un exemple sur la loi sécurité globale. Comment la loi sécurité globale est venue? Elle est venue aussi de l'émergence de tous les médias indépendants et des réseaux sociaux. Parce qu'avant, il y avait une chaîne, et puis après, il y en a eu 6, et puis après, il y a eu la TNT. Mais en gros, c'était là où tu avais les informations. Et aujourd'hui, ils ont vu qu'il y a toute une nouvelle génération qui ne regarde pas le JT de TF1. Qui, ça se trouve, le présentateur vedette de TF1 passe demain à côté d'eux sur le trottoir. Quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans, il va te dire, mais moi, je ne sais même pas c'est qui, lui. En fait, ah ouais, lui, il est présentateur, bah, je ne regarde pas TF1. Parce qu'il va te dire, moi, je regarde sur Insta, je regarde sur tel média indépendant, sur RP, sur Combini, sur QG ou d'autres. Et ils ont perdu en partie, pour moi, la bataille idéologique. Et je vais donner un autre exemple. Il y avait un sondage IFOP au moment du pronom Yel qui a été réalisé dans la société. Et ils ont vu que plus de 50% de la jeunesse considérait que le pronom Yel il était nécessaire et qui soutenait en fait le fait de pouvoir être non-binaire. Et parmi les 18-25 ans, 22% se déclaraient non-binaires. Et à l'inverse, sur les catégories de plus de 65 ans, c'était, je crois, quasiment plus de 93% qui étaient opposés au pronom Yel, à la question de, comment on dit, non-binarité, non-binarité en fait. Et ils disaient, qu'on le veuille ou non, quand vous avez une jeunesse aujourd'hui dont 22% elle se revendique non-binaire, que vous le vouliez ou non, vous pouvez mettre tous les coups de bélier pour essayer de défoncer les woke, les machins, l'islamo-gauchisme, ce que vous voulez. Il y a des phénomènes de société, il y a toute une nouvelle génération qui arrive et qui est en train d'émerger. Et cette nouvelle génération, elle ne se contente pas uniquement de lutter uniquement sur les aspects sociaux, mais elle lutte aussi sur tous les aspects idéologiques. La jeunesse, elle s'est toujours mobilisée sur les phénomènes anti-guerre, sur la guerre en Irak, sur la Palestine. Aujourd'hui, on le voit sur les Ouïghours, sur les mouvements Black Lives Matter, des violences policières. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de dire, notamment à travers ma candidature dans cette campagne présidentielle, c'est de comment cette nouvelle génération, on peut aussi l'amener à permettre que ces idées-là, les idées de la lutte de classe, les idées progressistes, elles soient le plus haut et le plus fort possible. Parce que ce n'est pas la même chose que ma candidature, elle fasse, je ne sais pas moi, admettons 1% ou 2%, ou que ma candidature fasse demain 10% ou 15%, j'en ai aucune idée. Mais ça voudrait dire quelque chose en fait, que tu dises, mince, un candidat dans le programme, ça parle d'autodétermination des personnes LGBTI, ça parle de violences policières, ça parle de sujets ultra offensifs, ultra progressistes, etc., avec une ligne très révolutionnaire, anticapitaliste et autres, et que cette candidature-là, elle puisse être haut, ça veut dire quelque chose en fait dans une société dans laquelle, à l'inverse, on n'arrête pas de dire que la société, elle se droitise, que la société, elle n'a jamais été aussi à droite, que la jeunesse, c'est la génération Zemmour. Non, on a envie de dire qu'il y a toute une nouvelle génération, et la génération aujourd'hui, elle est tout sauf la génération Zemmour. Que la vraie génération, ils étaient plus de 100 000 place de la République à l'appel de Assa Traoré, ils étaient plus de 50 000 il y a 2 semaines pour la manifestation Nous Toutes. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes à travers le monde, sinon peut-être même des millions de jeunes qui ont lutté contre l'écologie en disant fin du monde, fin du mois, même combat. Donc elle est là, cette nouvelle génération. Elle n'est pas réactionnaire, elle n'est pas raciste et voulant revenir à une idéologie il y a 2 siècles et demi.
Du coup, je pense que c'est vraiment on connaît un phénomène de politisation très important dû au fait que la jeunesse se politise à travers des questions féministes, à travers des questions LGBT, à travers aussi cette question de réchauffement climatique qui va impacter le reste de leur vie. Même s'ils ont 15 ans, ils comprennent que le reste de leur vie adulte sera impacté par ça et peut-être ils ne vont pas vivre les mêmes vies que leurs parents et leurs grands-parents. Donc il y a un phénomène de politisation très important. C'est juste la question ensuite vers quoi on dirige nos forces, en quoi on investit notre énergie, notre enthousiasme, nos forces militantes. Et du coup, je pense si on parle de l'approche révolutionnaire, il faut autant que possible diriger cette jeunesse qui se politise à une vitesse incroyable, diriger cette jeunesse vers la construction des organisations révolutionnaires qui veulent vraiment renverser le capitalisme, parce que sans renversement du capitalisme, il n'y a pas vraiment de libération des personnes trans. Sans renversement du capitalisme, il n'y a pas vraiment d'égalité, de liberté pour les femmes en général. Sans le renversement du capitalisme, il n'y a pas de sortie de cette crise climatique. Donc moi, ça me paraît vraiment la meilleure stratégie à adopter et à prôner. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans notre média militant, du coup XY, qu'on a fondé avec d'autres personnes trans. C'est diffuser à une échelle large des discours qui sont transféministes, mais qui ne concernent pas que des personnes trans, mais qui concernent l'ensemble des problèmes sociaux qui existent aujourd'hui, l'ensemble des oppressions, qui concernent aussi le racisme, les droits des migrants, qui parlent du capitalisme, qui analysent en fait ce qui se passe économiquement des différentes réformes que le gouvernement essaie de passer pour paupériser et appauvrir encore plus la population. Donc notre stratégie, ça a été d'essayer d'imposer nos discours dans ce climat réactionnaire, essayer de montrer que nous aussi on a une subjectivité politique, nous aussi on a des sujets politiques et nous aussi nous pouvons nous exprimer sur des sujets qui nous concernent et même au-delà de ça, parce que du coup les personnes cis, bourgeoises, blanches qui ont des moyens de production dans cette société-là, ils s'expriment sur tous les sujets. Pourquoi nous on serait cantonné juste au sujet de transidentité? Nous aussi on peut apporter nos analyses à tous les sujets de la société. Et du coup, moi je pense personnellement, je suis très admiratif du travail militant qui a été mené par le comité Adama ces dernières années et de leur stratégie en fait de participer à toutes les luttes pour qu'ensuite en fait, ces luttes aussi répondent par une convergence et c'est ça qui a mené à une massification très importante que cette lutte a connue cette année, l'année dernière, quand il y avait en effet des dizaines de milliers de personnes qui sont venues place de la République. Ça, c'était pas un hasard, c'est pas arrivé juste par un accident, c'était le résultat du travail militant, les fruits du travail militant qui a été mené pendant des années, construire des alliances objectives et politiser toute une population sur des questions spécifiques, mais aussi sur des questions larges et sur des questions d'une lutte que nous avons tous en commun, c'est-à-dire la lutte contre le capitalisme, la lutte contre l'oppression raciale, l'oppression des femmes, etc. Donc voilà, moi je pense pour les personnes LGBT en tout cas, il est temps d'adopter des approches plus radicales, plus agressives que juste l'approche institutionnelle, que juste l'approche d'essayer d'aménager comment les choses se passent sous le capitalisme, sous le libéralisme. Il faut une rupture radicale avec ça. Et pour moi, cette rupture, elle est vraiment dans la construction des organisations révolutionnaires. Ok, bah du coup c'était le mot de la fin. Ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qu'on partage exactement avec les militantes et les militants de Révolution Permanente, et c'est exactement ce à quoi on voudrait inviter toutes celles et ceux qui sont intéressés par la campagne ANAS à continuer du coup vers la construction d'une organisation, d'un parti révolutionnaire qui va au-delà de juste ce qu'on veut porter dans la campagne présidentielle. Et bah du coup merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi. Du coup, si jamais vous voulez soutenir la campagne qu'on est en train de porter avec Anas Kazib, vous pouvez aller sur le site www.anaskazib2022.fr et soutenir la campagne financièrement, mais aussi télécharger le programme, le regarder et rejoindre les comités de soutien. Du coup, on vous dit merci et à bientôt.